Bonjour Fabien, Camille Macali, la chaîne L'équipe. Je reviens juste sur cette soirée de samedi soir. Heu, on n'a pas senti un énorme enthousiasme, ou une joie folle en après-match. Est-ce que vous avez quand même pu savourer ça? Ou alors comme vous l'avez dit, il y avait que 6 jours, fallait tout de suite, se remettre au boulot? Ouais, d'abord, c'était une grande communion avec le Stade de France. Ça, on a retrouvé des sensations très particulières que seuls ces moments-là, ces matchs-là, ce stade-là et ce public-là nous permettent de vivre. Là, on a vraiment ressenti pendant la fin de match et l'heure qui a suivi, et même, je dirais, tout le match, un Stade de France incroyablement chaud, supporter, qui nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça me permet déjà de saluer en fait notre public qui s'est déplacé et dont on a besoin. On a besoin de notre public au Stade de France. On a besoin de cette chaleur très particulière qui nous a aidé dans le chaos à maintenir notre rugby et à arracher cette victoire auquel ils ont contribué. Et vraiment, on a besoin de notre public. Et on est tellement heureux de jouer pour lui au Stade de France. On a aussi ressenti beaucoup de soutien à distance. Euh, la famille du rugby, la famille du sport français, la famille, euh, la famille qui aime voir jouer l'équipe de France. On a vraiment ressenti une grosse, grosse, grosse présence. On a vu les audiences de TF1, donc vraiment ça nous a vraiment porté et c'est quelque chose qui nous touche et pour lequel on joue. Il y a vraiment un sens très particulier autour de notre engagement et derrière ce maillot, c'est tous les gens qui ont envie de voir cette équipe de France jouer, qui étaient, euh, qui étaient si nombreux au stade et devant leur télévision. Ensuite, la soirée, bien sûr, elle était très agréable, très agréable. Quand vous battez les All Blacks, c'est toujours très agréable. C'était, je l'ai dit, hein, c'était du bonheur, de la joie et partagé avec nos familles puisqu'on avait à l'hôtel un repas qui était partagé avec nos familles et on était bien, on était simplement bien, voilà, on était heureux, comme on l'a souvent été et ça suffisait à notre bonheur, sachant que on avait un rendez-vous puisque je parlais imparfait, c'était après match, on avait un rendez-vous avec l'Argentine vendredi et on savait que il fallait pas perdre de temps pour se préparer. Bonjour Fabien, c'est Eric Chasseur pour RTL. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Charles Olivon au poste de numéro 8 à la place de Grégory Aldrit? Bon, d'abord ça permet de parler des rotations et des modifications de la composition d'équipe. Ce sont pas des décisions qui tombent comme ça, comme on couperait. On discute bien sûr avec tous les joueurs. On leur fait part des tendances, de la forme du moment, de notre volonté aussi de créer l'émulation dans le groupe France, la régénération pour d'autres, la récupération, et puis pour d'autres, eh bien la compétition. Donc il y a ce match qui est le dernier match de l'année, ce dernier match de la tournée. Et puis il y a une vision qui est le tournoi 2025, avec un déplacement en Irlande, avec un déplacement en Angleterre. Il y a aussi une vision à 2025, à ce tournoi, et puis à 2027. Et donc dans cette vision, dans ce chemin-là, dans cette direction, euh, nous avons une vision très claire des potentiels que nous devons à la fois développer, à la fois régénérer. Et si je dois parler de Grégory Aldrit, ça reste et il a participé aux 2 victoires face au Japon et face à la Nouvelle-Zélande. Il est un capitaine, il est un leader, il est un joueur exemplaire que l'ensemble des joueurs ont envie de suivre. Et il le restera. Il y a une émulation, il y a une modification de la composition d'équipe, et tout cela, c'est partagé en interne, et c'est pas il n'y a pas de polémique autour de ça, aucune. Ce qui me permet aussi de saluer aussi, il n'y a pas de polémique autour de Mathieu Jalibert. Mathieu avait besoin de se régénérer. Ça se discute, je discute avec lui, nous discutons avec lui, et je trouve dommage l'amalgame entre les propos tournés vers une équipe qui va se diriger vers un match et une équipe qui a besoin de mots forts. Et puis des joueurs du groupe France dont il fait partie qui ont aussi d'autres besoins que l'on accompagne et avec qui je discute. Voilà.
Bonjour Fabien, Marc Duzan du Midi Olympique. Tu as décidé de reconduire la paire de centres Ficou Moefana. Est-ce qu'elle t'a plu face à la Nouvelle-Zélande et pourquoi ce choix? Merci. En face, ils avaient, je pense, je crois, la meilleure paire de centres au monde du moment, je crois. Qui étaient associés depuis 6 mois, qui jouaient ensemble depuis 13 matchs. Et eux, c'était la première association de l'année, après 3 semaines de travail. Et je pense qu'avec 3 semaines de travail, face à une équipe, face à des joueurs qui jouent ensemble depuis, qui ont joué la finale de Coupe du Monde, qui ont à peu près, je dirais, ensemble une trentaine d'associations. Je dis ça comme ça, peut-être je me trompe, je dirais peut-être 30, peut-être plus. Eux, 3 semaines, premier match, oui, je peux dire oui, et largement. Quand on voit le différentiel sur l'expérience collective et la préparation de l'équipe, je dis oui, sans aucun doute. Fabien, Stéphane Etcheverry, TF1, il y a une grosse charge émotionnelle samedi soir et pendant tout le match. C'est quoi cette semaine? C'est quoi les tips de cette semaine justement pour basculer comment tu as organisé tout ça pour basculer sur un très très gros match parce que ça sera un gros match vendredi? Déjà, c'est pas un cadeau que de nous faire jouer 6 jours après le match du All Black. On joue pas beaucoup. On a 3 matchs en novembre. Et juste après le match du All Black, on nous fait jouer 7 jours après. C'est pas un cadeau. 6 jours après, pardon. On sait que face à ces équipes-là, on a besoin d'une semaine pour récupérer, mais on le savait avant. On était prévenus. On avait cet agenda, on avait cette vision. C'est pour ça qu'il y a des rotations. C'est pour ça qu'il y a aussi ce groupe qui bouge un petit peu, mais qui a besoin aussi de consistance. On avait une vision bien claire et la préparation en 6 jours est en route. Donc, ça a commencé l'après-match, qui était vraiment un moment de convivialité tranquille, et ça continuait par ces 3 jours de travail, parce que dimanche, récupération mais travail, lundi, récupération mais travail, mardi, le seul entraînement de la semaine décomposé en 2 sessions, le matin et l'après-midi, enfin la nuit, sous la pluie, c'était bien, c'était très challengeant, mais on a beaucoup aimé. Et puis là, notre rythme plus doux, plus calme, qui nous amène vers le Stade de France vendredi pour ce dernier rendez-vous, tout en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Pumas, c'est une équipe qui a battu toutes les équipes au monde. C'est une équipe qui beaucoup de joueurs jouent en France et qui performe énormément, qui termine leur saison de 6 mois, tout comme les All Blacks. Et si on regarde les performances des nations du Sud, on n'est pas tellement surpris, et qui vont jouer je crois, leur 13e ou 14e match. Bonjour Fabien, Philippe Lafont, France Télévisions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a présidé au choix de Léo Barré à l'arrière? Il y a eu un petit turnover aussi qui s'installe avec Romain Buros. Comment tu as fait ce choix et qu'est-ce que ça signifie aussi pour l'avenir? Est-ce qu'il y a une alternance pour être clair, c'est le forfait de Romain Buros. Voilà. Romain Buros était prévu sur la feuille de match, donc il s'est entraîné avec nous hier. Il n'a pas totalement récupéré d'une béquille à la cuisse. Et il a été tellement honnête avec nous, très honnête avec nous. Hier soir, après l'entraînement, il a dit « Je ne suis pas certain d'être à 100%. » Comme dans les accords qu'on a avec la Ligue, on a le droit de conserver seulement 5 joueurs supplémentaires. On n'a pas pu attendre jusqu'à jeudi le team run. Il fallait prendre une décision. Et en fait, c'est Romain qui l'a prise. Donc, je voudrais saluer le courage, l'honnêteté, la franchise, appelez-le comme vous voulez, de Romain sur cette décision. Honnête envers lui, honnête envers nous. Et Léo Barré est prêt. Bonjour Wilfried Templier, RMC. Fabien, à la sortie du tournoi, tu avais beaucoup insisté sur la route de l'Australie, sur le temps de jeu des joueurs tout au long des saisons. Que ce soit Gaël Ficou, Charles Olivon, Grégory Aldrit, qui ont connu des statuts différents dans ces matchs. C'est des joueurs qui avaient beaucoup joué en top 14 depuis le début de saison, 7, 8 matchs pour eux. Est-ce qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui va rentrer en compte dans votre sélection pour les compétitions futures?
je crois que c'est un sujet, c'est toujours un sujet. Nous, on essaie d'accompagner les joueurs et de partager avec eux, avec leurs managers de club, avec leurs préparateurs physiques. On a une cellule de préparation physique qui se déplace dans les clubs, qui partage toutes les données qu'on a de performance sur les joueurs. On a un championnat de France qui est ce qu'il est, qui est magnifique. Et combiné à la Coupe d'Europe, ce qui fait une saison à 26 plus 3 matchs de phase finale 29, plus 10 matchs de Coupe d'Europe, on est presque à 40. Normalement, World Rugby préconise 2000 minutes de temps effectif de jeu pour pouvoir donner un équilibre de récupération, de régénération et de préparation à un joueur de niveau international. On fait avec l'écosystème et on comprend bien les contraintes des clubs, on comprend bien les besoins des clubs qui ont leurs meilleurs joueurs et qui les rémunèrent et qu'ils ont besoin de mettre sur le terrain. En face de nous, on joue des All Blacks, par exemple, qui, eux, ont joué à peu près 12 matchs, 14 matchs avec leur équipe nationale et 10 matchs avec leur province. Les Sud-Africains, c'est la même chose. Et les pays du nord de l'Europe, c'est la même chose. Mais c'est un sujet sur lequel je peux partager avec vous des informations, mais je ne veux surtout pas faire de l'ingérence. On travaille avec notre écosystème, on en est très heureux, on félicite les clubs de nous permettre d'avoir des joueurs de cette qualité, de les aider à développer. Marco Gazzotti est un exemple, Romain Buros est un exemple, Tevita Tatafou, donc les 3 capés de cette tournée, 3 nouveaux capés sont des exemples qui ont émergé grâce au niveau de compétition de notre championnat domestique. Mais pour votre question et pour répondre à votre question, oui. Mais je sais même pas si, je pense pas que ce soit nécessaire de revenir dessus. Tout le monde le sait. Tout le monde en a conscience. C'est pour ça qu'on se permet aussi, pendant la compétition, de donner des fenêtres de régénération à des joueurs qui pourraient enchaîner 3 sélections. Mais on est obligé de s'adapter. Donc on s'adapte à la fois sur notre calendrier international, c'est-à-dire que on a finalement 2 saisons, une saison d'hiver et une saison d'été où on prend d'autres profils. Parce qu'on ne peut pas rajouter 1 mois de compétition, plus un jet lag, plus un tour du monde, plus 3 matchs de très 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 haut niveau à des joueurs qui sont déjà en compétition depuis 11 mois. On a sacralisé en fait pour une partie des joueurs les 2 mois de régénération que sont les mois de juillet et les mois d'août. Mais on travaille en toute transparence avec la Ligue. Bonjour Fabien, une question sur ton paquet d'avant. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont polyvalents. Est-ce que c'est devenu une nécessité et en quoi c'est un confort pour vous, pour le staff, pour vous adapter aux aléas du match? Qu'est-ce que vous entendez par polyvalence? Un Paul Boudouan qui peut jouer plusieurs postes, par exemple, un Peato Movaca qui peut basculer du talon en 3e ligne, pas mal de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes en fait. Olivon. Vous pouvez parler aussi d'Alexandre Roumat qui peut jouer en 4, en 8, en 7. On a de la chance. Et puis on essaie de le cultiver. Alors la polyvalence c'est bien, mais la spécificité c'est bien aussi. C'est un équilibre. Là franchement on prend les meilleurs joueurs. D'abord le critère de sélection c'est les meilleurs joueurs. Là vous avez les meilleurs joueurs français du moment pour nous. Nous on fait toujours une équipe de France pour qu'elle soit la plus forte possible. On ne cherche pas à négocier sur cette ambition. C'est la meilleure équipe de France du moment. Et il s'avère que dans cette compétition, dans cette émulation, on a profité d'un Peato Movaca au poste de 3e ligne, de Alexandre Roumas au poste de 2e ligne, de 8 et de 7. Paul Boudéan qui peut, c'est quand même plus 3e ligne, Paul Boudéan. Charles Olivon en 8, en 7. Thomas Ramos en 10, en 15. Anton Dupont en 9, en 10. Mais là, c'est les potentiels des joueurs. Si vous voyez la fin de match d'Anton Dupont au poste de 10, c'est le potentiel d'Anton Dupont qui nous permet de profiter de son potentiel. Et aussi de Nolan Le Garec, qui est quand même un très 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 bon joueur. Donc quand on associe Nolan Le Garec à Anton Dupont, on a une charnière qui tient la route. Avec des joueurs, voilà. Et quand on fait glisser Thomas Ramos de 10 en 15, on a un potentiel qui tient la route.
Bonjour Fabien, Pierre Thévenet, RMC. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Louis Bielbiarré et sur l'importance qu'il a pris depuis la dernière Coupe du Monde? Il met 3 essais avec vous sur la tournée et on voit que ses coéquipiers le cherchent beaucoup dans son couloir et qui vous a débloqué des situations pendant ces 2 matchs. Il est en train de devenir un joueur de classe internationale, tout simplement. Il perd pas de temps. Il comprend tout. Et il a un potentiel, un talent incroyable. Il est en train de devenir un joueur de classe internationale. Il est peut-être déjà, hein, même s'il est très jeune. Et il apporte énormément à l'équipe de France. Ah, je peux parler aussi de Georges-Henri Colombe aussi. Bon, il va moins vite que lui. Mais ce qu'a fait Georges-Henri Colombe face au All Black, je pense qu'il faut en parler de sa performance. Bon, vous connaissez le contexte. Il était malade. Il n'a jamais joué plus de 70 minutes, que ce soit en club ou, ne parlons pas en équipe de France. Et face au All Black, il a fait 70 minutes. Mais il les a fait, si vous regardez bien, avec une présence particulière de ses coéquipiers autour de lui. C'est-à-dire que les joueurs savaient que pour Georges-Henri, c'était l'Himalaya, quoi. C'était un challenge, c'était le précipice, c'était un challenge incroyable. Et dans cette partie, il a été accompagné par l'ensemble des joueurs qui sont allés le chercher, l'encourager. Et comme symbole, c'est lui qui bloque la dernière action du match. C'est aussi un joueur qui est en train de se révéler. Dans la difficulté, poste de pilier droit, c'est le poste le plus difficile du rugby. Il est en train de se révéler. Et je pourrais parler donc du retour de Winnie Antonio, qui est un peu son grand frère. Son papa, son tonton. Qu'on a bichonné pendant 4 semaines, quand même. Et voilà. Le retour de Winnie Antonio. Et je voudrais saluer malheureusement la blessure de Tevita, qui n'a pas eu de chance, qui était parti sur 8 minutes de rugby incroyable. C'est-à-dire qu'il n'a pas de chance parce qu'il se blesse quasiment très très vite sur la première action. Mais rien que sur la première action, il fait... je salue le potentiel de Tevita. On n'a vraiment pas de réussite. C'était un match qui ressemblait au chaos. Hein. Et Tevita était vraiment prêt. Vraiment, il avait compris le niveau international, il était vraiment prêt. Il s'est blessé sur la première action, malheureusement. Et je voudrais lui dire qu'on compte sur lui pour le tournoi 2025. Bonjour Fabien, Vincent Pellegrini, Radio France. L'Argentine a réussi un championship historique avec des victoires très marquantes. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe que tu connais bien a franchi un cap encore cette année? Oui, c'est une équipe qui fait une grande saison. Je pense qu'ils sont déçus du résultat final du week-end dernier en Irlande. C'est une équipe qui n'a pas peur. C'est une équipe qui est constituée de grands joueurs, de joueurs qui voyagent bien, puisque leur championnat est un championnat local amateur. Et donc ils ont construit, ils s'adaptent en permanence à l'écosystème du rugby mondial. Ils ont leurs meilleurs joueurs qui partent jouer en Italie, qui partent jouer en France. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France, qui jouent au Royaume-Uni. Ils ont des joueurs qui sont encore au pays. Ils développent à côté de ça une équipe de 7 qui a été longtemps la meilleure du circuit mondial, qui était potentiellement une équipe en capacité de remporter le titre olympique, qui a été gagné par la France, mais qui avait fait 2 saisons incroyables. Donc c'est vraiment un rugby, d'ailleurs je pourrais saluer 2 joueurs que j'ai entraînés, Augustin Pichotte et Rodrigo Roncero, qui sont à la tête du rugby argentin. C'est un rugby qui est très intelligent et qui, au contact des meilleures nations du monde, grâce aux 4 nations et grâce au championnat européen, est une équipe très, 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 très difficile à jouer. Fait partie des meilleures nations du monde aujourd'hui sans problème. Fabien, je reviens sur l'année dernière, post-Coupe du Monde. Vous aviez annoncé 80% de nos joueurs seront certainement là à la prochaine Coupe du Monde en Australie.
Et pourtant, vous installez l'émulation, c'est le mot d'ordre de cette tournée d'automne. Ça marche, on voit les lignes bougent, les petits pouces, ils viennent chercher le maillot comme vous aimez tant. Est-ce que finalement ce 80% est pas en train d'être modifié? Est-ce que vous êtes surpris par ça? On en reparlera, mais mon souhait, c'est qu'il y ait une émulation très très forte. Et plus on aura une émulation très très forte, plus l'équipe de France sera très très forte. Malheureusement, nous avons trop de blessés. Malheureusement, nous jouons avec à peu près un tiers d'un potentiel groupe France, équipe de France, qui est blessé. Je ne vais pas vous les citer, mais nous avons trop de blessés malheureusement pour créer encore plus d'émulation. Mais il est nécessaire, avec cette vision à 3 ans, de développer les potentiels qui le méritent et qui émergent. Et 80%, ça veut dire 8 joueurs sur 10. On en reparlera. On en reparlera. Peut-être il y aura 7 joueurs sur 10, 6 joueurs sur 10, peut-être 8, je sais pas. En tout cas, ce qui est important, c'est cette vision déjà à 2025 au tournoi. Et puis à la Coupe du Monde, et surtout, ces rassemblements à 42, c'est pour créer, d'abord, pour créer le groupe France. Là, il y a de nouveaux joueurs qui nous ont rejoints. Je pense à Mathieu, qui est vraiment un gros potentiel. Je pense à Tiberghien, qui est venu pour la première fois, comme Mathieu, qui était vraiment un gros potentiel. Je pense à Beauchaton, qui est aussi un potentiel de venir. Je veux qu'ils viennent travailler avec nous, qu'ils sentent un peu comment on se prépare, pour qu'ils se familiarisent, et surtout qu'ils se disent, mais moi, je peux venir chercher le maillot. Vraiment créer l'émulation comme on l'a créé il y a 5 ans. On a un actif, mais on a envie au moment présent de aussi donner envie, ouvrir les portes de l'équipe de France au meilleur potentiel. Et ces 4 semaines de vie en communauté ont servi à ça. C'est le point de départ, le camp de base de ce chemin vers 2027, et on verra bien. 80%. Je sais que vous aimez bien les chiffres. On verra bien. En tout cas, il est certain que si vous regardez les compositions d'équipes qui sont champions du monde, elles ont à peu près 60 sélections, 50 sélections. Elles ont une expérience collective forte. Il s'avère que c'était un chemin que nous avons entrepris, et il s'avère que peut-être, avec l'écosystème dans lequel on vit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le seul joueur aujourd'hui dans notre équipe qui a beaucoup de sélections, c'est Gaël Ficou, qui a 30 ans. Peut-être c'est pas possible. Peut-être que cette ambition qu'on avait, eh bien, elle n'est pas réalisable. Peut-être il faudra faire différemment pour être champion du monde en 2027. On fera différemment. On s'adaptera à notre écosystème. Dernière question. Fabien, une question un peu de côté sur l'avant-match du Stade de France, qui a été particulier, ce qu'a mis en place la fédération avec tout le show qu'il y a eu. On n'ose pas imaginer que c'est une conséquence sur le terrain du match, mais il y a quelque chose de très solennel. On l'a vu avec la lumière, le haka comme ça et tout. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu penses que ça peut faire quelque chose sur le match, et comment tu l'as vécu? Mais quand on joue au rugby depuis l'âge de 5 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on voit cette mise en scène, quand on a commencé à jouer au rugby, comme tous les joueurs, comme depuis l'âge de 5 ans, dans les champs avec ses copains, et qu'on se retrouve là, face à... Là, c'est magnifique, je le dis tout le temps, c'est merveilleux. C'est addictif. Vendredi, il y aura quelque chose, peut-être, bon, il n'y a pas le haka, mais je souhaite qu'on vive à nouveau quelque chose de très très fort. Et puis derrière, il y a le match. Il y a la mise en scène, et puis il y a le match. Le match qui est toujours un chaos, une incertitude, dans lequel on doit être agile.